Eh bien, bonsoir monsieur Charbonnier, Bonsoir Jean-Jacques. Estelle. Donc, quelle surprise parce qu'aujourd'hui, on se trouve à l'hôtel Mercure Centre où vous donnez une conférence depuis 3 jours. Et comme par hasard, je suis tombée sur vous. Il n'y a pas de hasard. C'est vrai, il n'y a pas de hasard. Racontez-nous, que faisiez-vous à Nantes? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez créé une nouvelle formule, si on peut dire, autour de l'hypnose, qui s'appelle l'AMI, l'accès à l'invisible grâce à l'hypnose. Accès au monde invisible par l'hypnose. En fait, ce ne sont pas des conférences que je fais, mais je me trouve dans des hôtels pour 3 jours où on fait 6 ateliers. 6 ateliers d'hypnose où sont rassemblés chaque fois 45 personnes qui sont installées sur des fauteuils bien confortables. Comme au Mercure. Comme au Mercure, mais il y a un camion de matériel quand même qui vient et qui a toute la logistique pour faire ça, parce qu'il y a des casques aussi. Ah oui, effectivement, c'est C'est assez technique. Oui, oui, il y a une table de mixage. Vous avez vu Étienne Dupont, qui est l'ingénieur du son, mais qui est plus que ça, il est un créateur de la musique. Il participe aussi activement à tous ces ateliers d'hypnose. Et les premiers ateliers d'hypnose que j'ai fait, ça s'appelait la transcommunication hypnotique. Les fameuses TCH. TCH, voilà. J'ai commencé à faire ces ateliers il y a maintenant plus de 10 ans, hein, puisque ça a commencé en 2014, c'était à Québec et Montréal. À Québec, Montréal. Ouais, les premiers ateliers, parce que je me suis intéressé à ces fameuses expériences vécues par celles et ceux qui vivaient des arrêts cardiaques, et j'ai remarqué que ces expériences soulageaient les gens qui les vivaient par rapport aux angoisses de la mort et par rapport aux souffrances du deuil. Parce que, bon, c'est bien connu, les NDE, les expériences de mort imminente, ils font ces incursions dans l'au-delà et reviennent complètement transformés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. Parce qu'ils voient l'au-delà et ils sont sûrs de ne pas avoir rêvé. D'accord. Et justement, en termes d'expérience, j'ai cru comprendre qu'à l'âge de 9 ans, vous aviez déjà des signes, une certaine forme de perception. Il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est passé quelque chose à l'âge de 9 ans, c'est vrai. Quelque chose de très intime et très personnel et très paranormal, on va dire. Sauf si on croit au miracle ou on trouve que c'est normal. Mais à l'âge de 9 ans, j'ai eu une fracture très grave au niveau de mon épaule droite. Et elle était bloquée dans tous les sens, elle était complètement paralysée parce qu'il y avait des ostéophytes, il y avait des bouts d'os partout. Oui, c'était assez particulier quand même, un handicap presque lourd. Si à la radiographie, ma tête humérale, elle ressemblait à une tête de hérisson, tellement il y avait des bouts d'os comme ça. Ah oui, okay. Et mes parents étaient très désolés plus que moi finalement, puisque moi je m'étais arrangé avec mon épaule bloquée. Mais ma mère, par exemple, elle me disait, elle disait plutôt à mon père, j'avais surpris une conversation dans la cuisine, il ne pourra pas faire de vie normale, il ne pourra pas se marier, personne ne voudra de lui, il ne pourra pas conduire, il ne pourra pas danser, enfin bref. Elle était plus malheureuse que moi, ma maman. Et moi, bon, je m'étais fait à cette idée. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu aller à Lourdes. Lourdes, qui est le point où voilà, il y a tous ces miracles. Il peut se passer des miracles voilà, quand on est blessé, quoi. Voilà, où il y a des guérisons complètement inexpliquées et qui sont déclarées parfois miracles. Enfin, il n'y a que 60 cas dans le monde qui ont été répertoriés par tout un protocole à Lourdes. Il y a un comité médical, il y a un comité aussi catholique qui décide ou pas si on doit avoir droit au miracle. Et ça passe par le Vatican, j'imagine. Mais oui, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de miracles que ça, parce qu'il y a tout un tas de gens qui ont eu des guérisons et qui n'ont pas forcément passé par ce circuit. Donc il y en a une soixantaine en gros de reconnus depuis que Bernadette Soubirous a vu ses apparitions mariales il y a un peu plus de 150 ans maintenant dans ce lieu qui est devenu un lieu de pèlerinage et où il y a vraiment des choses qui se passent. Et moi je ne sais pas pourquoi, vraiment j'ai voulu aller là. Parce que j'ai reçu une éducation catholique, mais enfin pas intégriste. Hein, oui, traditionnelle. Traditionnelle, une messe de temps en temps, baptême, voilà. Et là, j'ai voulu aller à Lourdes, je ne sais pas toujours pourquoi, j'ai eu cette idée obsédante, on va dire. Et ma grand-mère, par contre, était très religieuse, elle était très dans le catholicisme, elle va à la messe régulièrement, elle récite des chapelets, enfin. Et quand elle a su que son petit-fils voulait aller à Lourdes, elle a dit, il faut y aller, je vais avec vous. Voilà. Et c'était
grand périple à l'époque. Il y avait des routes qui n'étaient pas comme des autoroutes maintenant. Exact. Et donc Oui. il fallait faire, parce que j'habite aventure. loin de Lourdes, il fallait faire toute une journée de trajet quoi, pour Vous aller à habitiez Lourdes. où à ce moment-là avec vos parents? J'étais à peu près à 150 km de Lourdes. Voilà. D'accord, Ouais. ok. Et donc c'était un long voyage à l'époque. Maintenant 150 bornes, on le fait en Oui. autoroute, c'était. Mais là, il n'y avait pas les autoroutes. Et donc on est parti et on est arrivé donc dans ce lieu où il y a des personnes qui font la queue pour arriver sur ce rocher qui a été vénéré, qui a été tellement embrassé et caressé qu'il est lisse. Et c'est très impressionnant quand on est un petit garçon comme j'étais de 9 ans, de voir tous ces gens qui étaient dans les pires des situations. Dans le meilleur des cas, ils étaient sur des chaises roulantes, mais c'était souvent des lits médicalisés, des choses comme ça. Et moi, mon histoire d'épaule, franchement, ça me paraissait tellement dérisoire. J'avais presque honte quoi, d'être là. Et quand je suis arrivé à l'endroit où on doit prier Marie, j'ai pas prié pour mon épaule, j'ai prié pour les autres. J'ai demandé un truc extraordinaire, j'ai demandé à ce que tous les gens qui étaient là guérissent, tellement j'avais été choqué. C'est très J'ai même pas parlé de mon histoire d'épaule. Et là, j'ai senti comme un frisson sur mon épaule. Au moment où j'embrassais la roche et où je faisais cette prière à Marie, j'ai senti quelque chose comme ça. Et puis après, on est parti avec mes parents, donc longue route, mais de retour. Mes parents qui étaient fatigués par le trajet, ma grand-mère qui était à côté de moi qui récitait des chapelets pour que je guérisse de mon épaule, et puis ma maman qui s'était assoupie. Et puis moi j'ai senti quelques kilomètres avant d'arriver chez moi, donc on avait bien avancé dans la nuit, j'ai senti comme s'il y avait une main de géant qui me prenait l'épaule. Ah oui, une main de géant. Ah ouais. Vraiment une main Je démesurée. Je vois pas pas une main taille humaine que en ça. fait. Non, c'était une main très grosse, comme si on me prenait l'épaule, et ça chauffait en même temps. Ok. Et là, je me suis dit, tu es en train de guérir de ton problème d'épaule. Pourquoi j'ai dit ça? Mais voilà. Et le lendemain, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Elle était débloquée. Elle était débloquée simultanément suite à ce, voyage. Mes parents étaient fous de joie, évidemment. Ma mère, elle a tout de suite téléphoné à ma grand-mère qui, elle a dit, c'est Marie, c'est un miracle, c'est magnifique. Mais le plus étonné de tout, ça a été le chirurgien. Le médecin? Ben oui, parce qu'il a pris les clichés. Et on voyait bien, moi je voyais bien, je n'étais pas tout à fait idiot. À l'âge de 9 ans, on voit très bien ce que c'est qu'une tête de hérisson. Ouais. Et on m'avait expliqué que c'était tous ces petits bouts d'os qui empêchaient l'épaule de fonctionner normalement. Et la radio qui suivait, mon épaule, c'était une boule de billard. Il n'y avait plus rien. Elle avait guéri. D'accord, c'était revenu à la normale en fait. C'était revenu à la normale. Et personne n'a d'explication de ça. Et là, c'est concret, c'est sur de la matière. Donc il y a eu cette guérison. Comment c'est possible? Moi, je n'en sais rien. Il y a tout un tas de guérisons qui sont possibles, qui sont dites miraculeuses, mais c'est pas parce que la médecine ne l'explique pas que ça n'existe pas. Pour le moment. Pour l'instant. En fait. Voilà, exactement, vous avez raison. Parce que, par exemple, les barreurs de feu qui arrêtent le feu. Oui, les guérisseurs, c'est ça, les imposeurs de main. Oui. Il n'y a pas de hasard, encore une fois. Les barreurs de feu, comment ça marche? On ne sait pas comment ça marche. Comment ça fonctionne? Mais il y a des médecins qui adressent des patients qui ont des brûlures de radiothérapie, des brûlures chimiques ou physiques à des barreurs de feu, et ça marche. Il y a des listes d'astreinte de barreurs de feu dans les centres de grands brûlés. Il y a des médecins qui adressent leurs patients à bout de ressources thérapeutiques à des magnétiseurs pour soigner des zones. Comment ça marche? C'est pas parce qu'on ne sait pas comment ça marche en tant que médecin qu'on doit dire ça n'existe pas, il ne faut pas y aller. Quoi. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est que ça fonctionne, même si pour l'instant, on n'arrive pas à l'intellectualiser. En fait. Mais une petite question par rapport justement à votre expérience à Lourdes. Est-ce que le fait d'avoir été justement altruiste avant de penser à votre épaule, vous avez pensé aux estropiés qui étaient à côté de vous, est-ce que c'est pas une voie justement pour être, comment dire, pour être touché par le miracle? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une explication? Alors il se trouve que le hasard s'il existe, m'a mis en contact avec la dernière miraculée de Lourdes, qui est une sœur. Et ça s'est trouvé, on faisait ensemble une conférence, c'était au Grand Rex à Paris.
C'était un colloque justement sur le fonctionnement de la conscience et sur tous ces épisodes par rapport au Le fameux TSH, non? C'était sur la TSH où j'en parlais. Et je parlais de ça, notamment avec des guérisons miraculeuses aussi. Et donc il y avait cette miraculée de Lourdes. Et donc elle nous a expliqué pendant sa conférence que quand elle est venue là, elle avait un Parkinson invalidant, elle n'a pas prié pour elle, elle a prié pour les autres. Ah. Donc il semblerait que quand il y a cette démarche de prier pour les autres, pas pour soi-même, eh ben, il se passe des choses sur soi-même. Ah, c'est assez étonnant ça. Ouais. Donc, et vous avez raison, c'est de l'altruisme, ouais. Il y a quelque chose comme ça. Les messages, ouais. Justement par rapport à l'altruisme, je reviendrai là-dessus à la fin de l'interview parce que c'est comme vous avez dit, vous avez fait une confidence intime, j'en ai une aussi, et peut-être que vous pourrez ce soir apporter une réponse. Je ne sais pas, si je peux, avec plaisir. De fils de 7 ans. Comment dire, d'accord, donc revenons à Nantes où nous sommes, au Mercure. Avez-vous, comment dire, eu un cas particulier, une anecdote dans ces 3 jours qui vous a marqué, enfin pendant ces 3 jours? Oui, d'ailleurs je l'ai mis sur ma page Facebook, il s'est passé des choses incroyables dans cette... Par exemple Par exemple, nous avons eu la lumière qui s'est allumée toute seule dans la salle sans qu'il y ait un seul interrupteur. On a senti des vibrations au sol, des vibrations très fortes. Alors qu'il n'y a pas de métro, on était au premier étage, donc ça correspond à de l'énergie. L'énergie peut-être collective aussi. L'énergie collective peut-être, mais il y a de l'énergie qui circulait. Et on le sent quand on fait l'égrégore d'ailleurs, parce qu'on fait un égrégore de prière avant de contacter l'au-delà, parce qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. Pour se protéger, c'est ça? Pour se protéger, voilà. Des âmes errantes? Oui, pour se protéger du bas astral, pour se protéger de tout ce qu'on peut avoir lorsqu'on fait appel à l'au-delà. C'est pour ça qu'il faut surtout pas... moi je vois des choses qui me contrarient. On voit par exemple des tablettes de Ouija dans des rayons de jouets. Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'il faut cette protection. Il faut demander la protection des guides, il faut demander l'autorisation de contacter l'au-delà, et il faut être en pleine humilité de dire qu'on ne doit déranger personne. On espère recevoir des informations, mais c'est pas du tout du voyeurisme, c'est pas du tout un jeu, quoi. On est là pour essayer de progresser et faire un lien entre le monde invisible et le nôtre. Et bien, on a eu des réponses, on a eu les lumières qui se sont allumées toutes seules, on a eu des vibrations, on a eu des sièges qui ont bougé, certains se sont soulevés un petit peu, et c'est les gens qui disaient ça, et puis il y avait des entités qui sont arrivées en donnant leur prénom. En se présentant Oui, en donnant leur prénom, en clairaudience aux participants qui étaient sous hypnose. C'est-à-dire en clairaudience, c'est-à-dire que le public pouvait entendre distinctement. Ah ben c'est pas tout le public, c'est des personnes en particulier qui, dans leur expérience personnelle, ont entendu un prénom ou ont vu une entité qui se présentait. Alors quelquefois l'entité se présente parce qu'elle ne peut pas contacter un autre participant qui est là. Et on appelle ça des médiumnités croisées. Donc elle va essayer de toucher une autre personne sous hypnose qui va donc donner le message en fait à la personne concernée. Parce qu'il y a, comment dire, il y a une question aussi de fréquence vibratoire. C'est-à-dire, c'est difficile de capter un message. C'est comme un téléphone ou une radioapplication sur la ligne, par exemple. Vous avez raison. Mais nous, il faut qu'on monte en vibration. De l'autre côté, il faut qu'il descende. Pour que la jonction se fasse, ça doit être aussi compliqué de l'autre côté que de l'autre. Donc nous, en tant qu'être humain vivant, on doit monter notre fréquence vibratoire, si je comprends bien. C'est ça. Et de l'autre côté, nos êtres chers disparus doivent les baisser. Oui. Et pourquoi donc? Et parce qu'on n'est pas sur la même fréquence. C'est une histoire de vibration, c'est une histoire de fréquence. Nous, on est dans des vibrations très basses sur cette planète. Et quand on monte en vibration, d'ailleurs, en ce moment, tout le monde est en train de monter, l'humanité est en train de monter. En ce moment-là, vous voulez dire par rapport à 2025 ou Oui, par rapport à... Tout le monde est unanime pour reconnaître. Il y a des scientifiques qui calculent ça avec des échelles particulières, sur les échelles Bovis aussi, on le voit. Ils calculent ça et on voit qu'on est en train de monter en vibration, on est en train de changer de monde pour aller vers le meilleur. Mais maintenant, il va y avoir évidemment des choses qui vont se passer qui ne vont pas être très vers le meilleur. Alors, c'est pas ce qu'on appelle l'ère du Verseau, par exemple. Oui, c'est ça. On est dedans. C'est ça.
Et comment vivre ce changement de monde, enfin ce changement de monde, vous, personnellement, vous le percevez de quelle façon dans votre métier? Parce qu'avant, vous étiez en plus dans le domaine de la santé, en tant que vous étiez à la fois réanimateur et anesthésiste. Ouais. Donc, j'ai exercé ce métier pendant 35 ans. 35 ans. Et puis j'ai eu une expérience personnelle qui fait que bon, j'ai changé, on va dire, de philosophie, si on peut appeler ça la philosophie, parce que de perception, parce que nous, on nous rabâche à longueur d'année que nous serions des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques, que nous serions que de la matière, que le cerveau serait un organe qui fabriquerait voilà, de la conscience, de la chimie, et alors que non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. On est un esprit incarné, et cet esprit, voilà, à un moment donné, il peut quitter le corps pour avoir des expériences. Ce sont toutes ces expériences de mort imminente ou d'expériences de mort provisoire, je préfère appeler, qui se déroulent pendant ces arrêts cardiaques. La mort provisoire. Et justement, la mort provisoire, vous l'avez touchée, rencontrée de près dans votre métier de médecin réanimateur, anesthésiste, très souvent. Mais une en particulier vous a fait changer de trajectoire, a changé votre vision grâce, on va dire, à un accidenté de la route. Donc vous avez senti quelque chose sortir du haut de son crâne. Racontez-nous cette expérience. Ouais, en fait, grâce, c'est un peu violent parce que pour lui, mais c'est vrai que si on considère que rien n'est grave et tout est juste, c'est le message de l'au-delà. Voilà, il y a des épreuves et ça faisait partie d'une épreuve terrible pour la famille de cet enfant. Et cet enfant, c'était un jeune de 20 ans qui avait un accident, il était incarcéré dans une voiture. Et puis à l'époque, je faisais du SAMU parce que je voulais m'installer comme médecin généraliste à la campagne. Je me suis dit, il va falloir faire des expériences en urgence. Donc je m'étais inscrit dans ce stage. Et à l'occasion de ce stage, j'ai vu voilà, la mort pour la première fois. Et je devais porter secours à ce blessé qui était dans un état très grave. Il était incarcéré, il était coincé par les tôles et il avait perdu beaucoup de sang. Donc il fallait que je le perfuse rapidement pour remplacer le sang perdu, pour pas que le cœur s'arrête. Et du fait de mon inexpérience, de mon émotion, j'en sais rien. C'était la première fois en plus que vous avez senti. C'était pas la première fois, mais j'étais pas assez expérimenté pour ça. Pas suffisamment armé. Pas suffisamment armé. Et j'étais le seul disponible pour aller traiter ce cas. Donc il n'y avait pas trop le choix. Hein. On m'avait parachuté dans cette urgence et c'était pas prévisible que ça soit aussi grave, sinon on aurait envoyé quelqu'un de plus compétent que moi. Et moi j'étais là et je ne trouvais pas, mon bras tremblait de plus en plus parce que je savais que j'allais le perdre si je n'arrivais pas à le perfuser. Et il est arrivé ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il est parti sous mes yeux. Et là j'ai vu cette pupille qui se dilatait comme quand on meurt, hein, la pupille se dilate, ça s'ouvre. Et j'ai senti quelque chose. Mais vous avez senti quoi exactement? Est-ce que vous pouvez décrire? Difficilement, parce qu'il n'y a pas de mots terrestres. C'était pas une perception physique. J'ai pas senti sur ma peau quelque chose qui partait. J'ai pas vu quelque chose. J'ai senti, mais vraiment dans mon cœur, j'ai senti qu'il y avait comme une délivrance, que l'esprit partait de ce corps et c'était joyeux. Ça peut paraître. Vous avez senti quelque chose de bonheur, quelque chose de joyeux. Comme une délivrance. J'ai senti que son esprit partait et qu'il partait vers le meilleur. Voilà. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est ça. On est un esprit dans un corps. Et je suis rentré chez moi pour vous dire à quel point cette expérience de quelques secondes m'a bouleversé. Et j'ai dit à ma femme, je ne veux plus être médecin généraliste, je veux faire des études de médecine d'urgence et des médecines de réanimateur, devenir anesthésiste réanimateur, parce que je veux étudier ce qui se passe au moment de la mort, parce que j'avais lu ce livre de Raymond Moody dans les années 70 où il expliquait la vie après la vie, Life After Life, qui a été un best-seller mondial et qui montrait que ces expériences existaient. Et moi je l'avais perçu, mais en tant que témoin. Et lui il disait qu'il y avait plein de personnes qui
vivaient cette expérience, qui disaient être sortis par le haut de leur crâne la plupart du temps. Par la fontanelle, il paraît. C'est pour ça que même les enfants ne peuvent pas toucher la fontanelle pendant un certain nombre de mois, c'est ce que disait maman. Oui, enfin ça, je ne sais pas si c'est des légendes ou quoi, mais en tout cas, on sent il y a un truc au niveau de la fontanelle. Passe là, il se passe là. Ouais. Au niveau au sommet, du 7e chakra, là, du chakra couronne. Et ouais. moi, je l'ai ressenti comme ça. Ouais, c'est assez dingue ce que vous dites. Et je rebondis aussi par rapport à votre épouse, parce que je repense à l'un de vos livres, votre autobiographie, on va dire. Il y a le truc et le machin. Je crois que c'est ça, non? Oui, cette chose et ce truc. Ah oui, c'est ça, le machin. Cette chose et ce truc. Et je crois que c'était dans ce truc où vous expliquiez comment vous avez rencontré votre épouse. Tout à fait par hasard, si on peut dire, parce que vous étiez au volant de votre voiture et il y avait un croisement de chemin. Enfin, vous étiez très fatigué, vous étiez, je crois, interne, c'est ça. Et vous êtes arrivé, vous n'avez pas la bonne tenue en plus adéquate, sur un parking de discothèque. Vous vous êtes dit devant votre volant, mais qu'est-ce que je fais ici? Et finalement, bon gré mal gré, vous êtes descendu, vous êtes rentré dans la discothèque et là, vous avez, rencontré cette femme qui vous rappelait dans sa posture la petite sirène, je crois. De Copenhague. De Copenhague, exactement. Je vois que vous avez bien lu mon livre. Ah ouais, je l'ai stabiloté, j'ai pris des notes, je l'ai recommandé même à des amis, sincèrement. Oui, ça me revient et j'ai trouvé ce passage merveilleux, quoi. Oui. C'est tellement beau, il y a un lien avec l'amour, aussi bien quand on est vivant que lorsqu'on est de l'autre côté. Et comment trouver son âme sœur aujourd'hui, alors qu'on est afflué par les réseaux sociaux et les écrans? Comment laisser la porte à la providence, quoi, comme ce qui s'est passé avec vous? Je pense qu'il faut se laisser guider par son cœur, parce que c'est beaucoup plus important. On a tendance, alors ma théorie c'est la conscience analytique cérébrale, la conscience intuitive extra-neurale. Voilà. Oui. Pour expliquer un petit peu les choses, je pense qu'on a une conscience délocalisée, qui expliquerait les expériences de mort imminente, qui est beaucoup plus performante que notre conscience analytique cérébrale, qui est dans l'analytique. Pragmatique. Ouais. Vraiment. Et il faut se laisser guider par son cœur, parce que, par exemple, si vous prenez une décision dans la vie, une grave décision, enfin, pas grave au sens gravité, risque, mais si, quand même risque, mais quand on prend des grandes décisions dans sa vie, la plupart du temps, on ne suit pas son cœur, on analyse. Si vous voulez savoir si vous allez vivre avec quelqu'un, par exemple, alors vous faites deux colonnes, les qualités d'un côté, les défauts de l'autre. Avantage, inconvénient, on dirait un SWOT comme en marketing. Voilà, comme en marketing. Et puis vous allez dire, si vous êtes dans l'analytique, voilà, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, je pars avec cette personne. Et puis après, vous allez vous apercevoir que des défauts apparaissent, que les qualités qui étaient là, elles n'existent plus. Et donc vous êtes planté. Alors que si vous aviez écouté votre cœur, vous saviez si c'était ou pas la bonne personne. Il faut suivre son intuition, il faut suivre son cœur. Il faut se laisser. Vous le saurez si le jour où ça va arriver. C'est pour nos visiteurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, c'est vrai. Et donc, les signes, les synchronicités, vous êtes un auteur prolixe. Vous avez écrit combien de romans jusqu'à maintenant? 21 livres. J'étais avant. 21. Ok, le 22e. Le 22e, il va arriver, c'est... donc le dernier, c'est Les pouvoirs cachés de l'invisible, l'édition Vitré Daniel, et toujours chez le même éditeur. Le prochain, ça sera La guérison spirituelle, le grand tabou de la médecine. La guérison spirituelle. Ouais, le grand tabou de la médecine. Le grand tabou de la médecine. C'est un peu comme l'amour, la mort en fait. Oui, ça se rejoint. Ouais, ça se rejoint et ça me fait penser un petit peu à l'essai de Stéphane Alix, La mort n'existe pas, où il remet en cause cette notion d'après-vie. Et donc, vous, c'est lié vraiment au côté spirituel. Comment dire, le côté spirituel qui se différencie complètement de l'aspect médical, cartésien. Oui.
Et donc, comment l'avez-vous ouvragé ou, enfin, dites-nous un petit peu, est-ce que vous avez reçu des, comme on dit, des sortes de douches? Oui, parce que toutes ces expériences-là, donc je me suis intéressé, après avoir eu cette expérience personnelle, je me suis intéressé à toutes les personnes qui avaient connu les arrêts cardiaques et qui avaient vécu ces fameuses expériences de mort imminente qu'on connaît, hein, la sortie de corps, le tunnel, la lumière, la revue de vie, ressentir tout le bien et le mal qu'on a fait aux autres comme si c'était à soi-même qu'on l'avait fait, cette espèce d'auto-jugement bienveillant, l'être de lumière qui vous dit qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres, comment as-tu aimé les autres. Il semblerait que ce soit ça notre véritable mission de vie, rencontrer les défunts et puis être transformé par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante et qui va transformer les gens parce que les repères changent. La personne qui vit ça, elle n'a plus envie d'être dans le monde matériel. D'ailleurs, il y a un chiffre qui parle, 70% de divorces dans les 10 ans qui suivent, alors que normalement c'est 30 à 40%. Et oui, parce que la personne n'a plus du tout envie d'être dans ce monde de matière. Elle a compris que ce qui comptait, c'était pas accumuler de l'argent, c'était de la matière. Ouais, c'était aimer les autres, aimer sans attendre de retour. Donc ça change complètement. Ça change la donne en fait. Et donc justement, quel conseil donneriez-vous pour connaître ou reconnaître sa mission de vie? Ah ben oui, il faut se laisser guider par son cœur, il faut se laisser guider par ses intuitions. Mais je suis sûr que quand on écoute bien son cœur, eh ben on est dans le bon chemin de vie. Moi j'ai été guidé pour faire ce que je fais parce que j'étais parti pour faire encore, à l'heure actuelle, je serais déjà... Le médecin de campagne, voilà, en fait, c'est ça? Non, je serais anesthésiste réanimateur. J'ai quitté ce métier pour faire de l'hypnose. Parce que je me suis dit, c'est quand même dommage de devoir vivre des arrêts cardiaques pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Parce que les gens qui vivent ces expériences sont clairement soulagés par rapport aux souffrances du deuil et apaisés par rapport aux angoisses de leur propre finitude. Et donc, pourquoi ne pas suggérer cette expérience sous hypnose et voir ce qui se passe? Et en fait, oui, les avantages sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en suggérant l'expérience sous hypnose, on en arrive au même apaisement par rapport à la mort parce que les gens voient des défunts, ils ont des expériences comme ils l'ont dans l'expérience de mort provisoire. De mort provisoire, sans passer par l'étape de l'arrêt cardiaque. De l'arrêt cardiaque, bien sûr. J'ai voulu faire ces ateliers de transcommunication hypnotique. D'accord, donc depuis 10 ans en fait maintenant. Ouais, ça a commencé à Québec et Montréal, les premiers ateliers, je les ai fait là. Québec et Montréal et maintenant. J'ai vu que ça marchait, donc voilà, on a, avec Étienne Dupont qui fait la musique et le son, on a développé ça et on va dans différentes villes comme ça faire ça. La transcommunication hypnotique qui est devenue l'accès au monde invisible par l'hypnose. On a un petit peu modifié le scénario parce que je me suis aperçu que dans ces hypnoses, il y avait autre chose que l'apaisement par rapport au deuil. Il y avait aussi d'autres choses qui se faisaient, et notamment des soins énergétiques avec des guérisons qui sont constatées. Des soins énergétiques, vous pouvez un peu développer ça? Ouais, mais c'est-à-dire que les gens ressentent des perceptions physiques qui vont les améliorer. Alors ils peuvent ressentir de la chaleur, ils peuvent ressentir de la douleur, des migraines, des nausées, des vertiges. C'est pas très agréable, mais en fait, ça donne pas ce très sont envie. des soins énergétiques. Et quand ils reçoivent ça, quand ils ont ces perceptions-là, quand ça les secoue un petit peu, eh ben, ils constatent qu'il y a une amélioration par rapport à leur pathologie, mais documentée. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui dit pendant mon hypnose, j'ai ressenti de la chaleur au niveau de mon cou, j'ai un problème thyroïdien, elle se fait tester par son médecin traitant les hormones thyroïdiennes, T3, T4, TSH, elle n'a plus besoin de lévothyroïde, elle est guérie. Bon. C'est comme un signal en fait, selon la pathologie qui est cachée à la patiente. Il y a des thyroïdites, il y a des périarthrites scapulo-humérales, il y a des problèmes d'asthme. Ce matin, on a eu une jeune femme qui nous a dit qu'elle avait fait une hypnose 2 ans avant ici, et elle a guéri de son asthme. Elle a senti au moment de son hypnose que sa poitrine chauffait, et elle n'a plus besoin de Ventolin. Ah, c'est concret. Comment c'est possible? Moi, je ne sais rien comment c'est possible. Moi, je suis là, je constate, et voilà. Et voilà. C'est pour ça que je fais ce livre
la guérison spirituelle, le grand tabou de la médecine, parce que c'est vrai que les médecins ont horreur de ne pas comprendre comment on peut guérir sans médicaments. Ça dérange. Et sans, voilà. Ouais, ça remet vraiment en doute toute la formation du chirurgien. Ouais. Ça, je l'ai testé avec un ami qui est chirurgien. Il disait ne va pas sur ce terrain, Estelle, parce que je n'arrive pas à l'expliquer. Ça me stresse. C'est un tabou. Ça remet en question beaucoup de. Il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne peut pas tout expliquer. Sauf que lorsqu'on est chirurgien, on se prend pour Dieu. On a un certain hubris. Il y a peut-être un conflit là-dedans. C'est vraiment fou. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut dire quelque part que vous êtes un médium? Non, peut-être pas. Personnellement, je suis comme tout le monde médium, puisque je pense qu'on est tous médiums. Et ces ateliers d'hypnose le montrent. C'est-à-dire que les gens placés sous hypnose ont une expansion de conscience et sont en mesure de capter leurs défunts qui viennent leur donner des messages. Mais des messages, on peut se dire, mais c'est moi qui construis l'image du défunt ou elle vient de l'extérieur? Mais non, parce que quand on voit les résultats que j'obtiens, par exemple, un défunt se présente et dit, c'est du concret, je crois qu'il vaut mieux donner des exemples. Une maman qui dit à sa fille en hypnose, une maman décédée, va voir sous mon imprimante, il y a une étoile de mer séchée. Elle va vérifier l'information, elle est exacte. Donc ça, et elle ne savait pas qu'il y avait l'étoile de mer, non, en fait, séchée. Il y a tout un tas de preuves comme petit ça, message, ouais, où on voit un défunt qui apparaît, que l'on ne connaît pas, qui donne son prénom, et ce défunt parle à un autre participant, on appelle ça les médiumnités croisées, et qui le reconnaît. Il dit oui, c'est pour moi. Et moi je voulais l'avoir, je ne l'ai pas vu. Ben voilà. À cause des fameuses fréquences. Voilà. Ou alors un défunt qui dit il y a dans telle partie de la maison cet objet qui est caché, comme l'étoile de mer, pareil. Ça arrive très souvent, pour donner des preuves, si vous voulez, que l'information est bien extra-neuronale, elle n'est pas dans le cerveau. C'est pas dans l'inconscient en fait. Non, c'est pas dans l'inconscient. Et c'est pour ça que les résultats de mes recherches, c'est une révolution copernicienne, à la fois sur le fonctionnement de la conscience, mais aussi sur le fonctionnement de l'hypnose. Parce que jusqu'à présent, Erickson, Freud, Jung pensaient tous que l'hypnose était une réminiscence de souvenirs enfouis dans l'inconscient, que toutes les informations étaient stockées quelque part dans une des mémoires du cerveau, mais là c'est pas le cas, parce que les informations, elles sont en extra-neuronal. Il y a des choses plus amusantes aussi. On peut voir son futur, on peut avoir des flashs de voyance. On appelle la recognition. Non, c'est pas la recognition. La rétrocognition, c'est avant, et la précognition, c'est après. C'est ça, précognition? Précognition, oui. Wow. Et on a des gens qui ont eu accès à leur futur. Par exemple, on a eu dans un atelier d'hypnose un couple qui est arrivé, pas d'une première jeunesse, mais ils étaient très amoureux. Ah, c'est beau. Donc on voyait que l'amour est éternel, il n'a pas d'âge. On voyait que c'était un amour assez frais, on va dire, parce qu'ils se faisaient des petits bisous, ils se tenaient par la main. On va dire que ça, après ça s'émousse un petit peu tout ça. Voilà. Mais restons positifs. Faut l'entretenir la flamme. Voilà, il y a du feu là. Et en fait, cette femme, elle venait pour la deuxième fois. Et elle a mené cet homme qui n'avait jamais fait d'hypnose. Elle avait rencontré cet homme dans sa première hypnose. Elle ne l'avait jamais vu de sa vie. Elle ne l'avait jamais rencontré. Si bien qu'elle était tellement sûre d'elle, il fallait qu'elle le soit pour faire ce qu'elle a fait. L'image de cet homme était tellement précise que quand elle l'a rencontré 2 mois plus tard dans une boulangerie, elle l'a accosté. Ah oui, d'accord, elle l'avait vu. Oui, je comprends. Ah oui, il n'existait pas encore, entre guillemets. Non, il existait qu'en hypnose. Que à l'hypnose. Et elle le voit dans le monde réel. Dans le monde réel, dans la boulangerie. Ça l'a tellement bouleversée qu'elle a accosté. Elle savait rien de sa vie, s'il était libre ou quoi. Elle dit, monsieur, vous êtes l'homme de ma vie, je vous ai vu à l'hypnose. Waouh. C'est chaud. Elles sont arrivées main dans la main. Ah ouais, non, mais le mec il veut dire, non, mais je suis tombée sur une folle alliée. Ben non, ils sont arrivés. Ça a marché puisqu'ils sont arrivés. Quand même, waouh. Là, c'est vraiment un cas concret. Et puis là, ça montre que les informations sont extra-neuronales parce que l'image de cet homme n'existait pas dans le cerveau de cette femme. Bien sûr, elle pouvait pas fabriquer en fait. Il n'existait pas forcément quoi. Ouais, c'est. Il y a aussi les phénomènes de remote viewing. Removing, c'est-à-dire vision à distance. Et là. Ah bon? Vision à distance. Vision à distance, c'est-à-dire qu'on est capable de voir ce qui se passe à distance de son corps.
Ah, attendez, waouh! C'est-à-dire, on est par exemple ici au Mercure, Ouais. et là, en faisant l'atelier, on peut voir ce qui se passe Ailleurs. chez quelqu'un qu'on connaît. Alors, enfin, un Pas inconnu, forcément, j'imagine. pas forcément. Vous pouvez voir une scène qui se déroule à distance et qui Une a scène bien réelle. existé. Une scène réelle. Donc, qui a bien existé dans le présent ou dans Ah non, le dans le passé. présent. Le mieux, c'est que je vous donne un exemple. En Suisse, il y a une jeune femme Oui. qui arrive en hypnose et elle voit son fils qui court dans un supermarché avec un imperméable jaune et un bonnet gris. Et elle a peur parce qu'elle se dit on voit les défunts normalement. Donc Ah oui, je vais vite rentrer chez moi, il est peut-être arrivé quelque chose à mon fils. d'accord. Elle rentre chez elle, elle n'attend même pas le débriefing, elle m'a écrit après ce qui s'est passé. Débriefing quand on partage les espérances. Et en même temps qu'elle se gare son mari avec son fils. Il l'avait amené dans une grande surface, il y avait acheté un bonnet gris et un imperméable jaune. Et elle avait vu la scène en se trouvant en hypnose dans l'hôtel. Elle avait vu cette scène qui a réellement existé puisque son fils courait effectivement avec cette tenue improbable qu'elle ne connaissait pas. Donc là, c'est bien la preuve que... Mais c'est connu, les médiums sont capables de faire ça. On les a utilisés pendant le projet Stargate, on les a utilisés pour faire de l'espionnage. Le projet Stargate qui est en cours là aux États-Unis, non? Oui, oui, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Pendant la guerre froide, ça s'est interrompu maintenant, mais ça s'est passé pendant la guerre froide. Pour localiser des bases militaires russes, on a employé des médiums, on les a payés. L'armée américaine les a payés pour qu'ils localisent les bases militaires russes, pour qu'ils localisent des prisonniers qui étaient enfermés. Et ça fonctionnait? Et ça fonctionnait très bien. Et c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup d'argent dessus sur ce projet. Sur ce projet Stargate? Ah, c'est pas seulement par rapport aux intelligences artificielles, le projet Stargate? Et puis après, ça a débouché là-dessus. Mais au début, c'était ça. C'était les médiums. Waouh! Ouais. Et justement, enfin, on fait un petit croisement. Ok, par rapport à Stargate, est-ce que, bon, c'est un petit peu flou comme question, est-ce que vous pensez qu'il y a un continuum entre ce que vous appelez la médiumnité, donc une sorte de conscience extraneuronale, quelque part, quelque chose qui vient ailleurs, et puis le fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse au monde immatériel, dématérialisé, donc ce qu'on appelle les fameuses intelligences artificielles. Quelque part, est-ce que ça serait pas atteindre une forme d'immortalité, d'éternité? Ça peut être complémentaire, non? Complémentaire. L'intelligence artificielle, c'est un outil à condition qu'on sache s'en servir. C'est comme la fission atomique. Hein. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on ne va pas aller vers le transhumanisme? Ah oui, il y a ce c'est la danger-là. question de ça. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, on La va post-humanité, Oui, en fait. oui. Ça peut être très dangereux si on se fait dominer par des intelligences artificielles et puis Par la machine et qu'on perde notre libre arbitre. Oui, en on fait. perd de l'humanité, On forcément. perd de l'humanité. C'est le pouvoir de l'informatique, c'est le pouvoir de la machine sur l'homme. De la tech, en fait, Et, sur l'homme. On le voit déjà, hein. Quand on C'est-à-dire voit ces espèces de restaurants où il n'y a plus de serveurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, où il y a des espèces de robots qui arrivent et qui vous demandent ce que vous voulez, et il faut appuyer sur le bouton et il repart et vous sert une pizza. C'est terrible ça. Non, j'ai la chance ou la malchance de voir ça parce que franchement, ça me donnerait vraiment envie. Hein. Peut-être au Japon, en Asie, non? Non, en France, il y a un restaurant comme ça qui s'est monté à Paris. Ah ouais, non, mais c'est pas dans ma liste. affolant. Oui, c'est vrai que c'est très déshumanisé, quoi. Déjà qu'on a besoin de chaleur humaine, de relationnel, d'échange, de ça s'en va de plus en plus. Là, Ah. pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai perdu ma carte grise. Bon, ça m'était déjà arrivé. Avant, j'allais à la préfecture, j'avais un gentil entretien avec une personne physique. Et j'expliquais mon problème et j'avais ma carte grise très rapidement. Ouais. Et maintenant c'est fini, tout est en ligne. Tout est en ligne, il faut prendre rendez-vous, il faut se déplacer à un créneau particulier, c'est comme les impôts. Il faut taper, même pas, il faut taper des trucs. Il faut rentrer un code, après on vous renvoie sur votre téléphone un autre code, il faut remettre. Non mais c'est des trucs. C'est un système et particulier. On perd de l'humanité, quoi. On perd de la relation aux autres. On perd de la relation aux autres. Ouais. Puis le sentiment d'utilité aussi. Pour l'autre qui est derrière l'écran. Waouh!
Donc, justement, comme vous avez cette capacité, grâce à vos ateliers, en fait, donc l'accès à l'invisible par l'hypnose, l'AMIH, comment vous voyez par exemple le monde, comment vous percevez le monde d'ici 5, 10, 20, 30, les prochaines années? Comment allons-nous évoluer dans ce monde qui est plein d'incertitudes aussi? Ouais, moi je pense qu'il va y avoir un éveil de conscience. Un éveil de conscience de masse? De masse, ouais. Au niveau international? Et à un moment donné, ça va forcément exploser quelque part. Il va y avoir une prise de conscience et on va aller vers le meilleur parce que l'humanité a toujours progressé vers le meilleur. C'est vrai, on ne va pas s'autodétruire non plus. Non, les hommes préhistoriques ils se foutaient sur la gueule avec des gourdins, ils se tuaient, c'était de la sauvagerie. Ensuite, ça a été un peu moins sauvage, mais plus on évolue quand même, plus on va vers le meilleur, j'espère. C'est vrai, on est plus dans le Moyen-Âge. Alors c'est comme ça, hein, il y a des courbes comme ça. Ouais. Là, il y a eu une grande prise de conscience, je crois, pendant la Covid. Ah oui, où on a vu comment ça fonctionnait. On a vu tous les conflits d'intérêts, les corruptions. Oui, c'est vrai, on est beaucoup plus conscient, éveillé, des jeux de posture, des intérêts financiers, les jeux d'influence liés au pouvoir. C'est vrai qu'on est moins dans le côté bisounours, quoi. Par exemple, moi, à mon petit niveau, quand j'ai voulu prouver que ces ateliers faisaient du bien aux gens. J'avais pris un statisticien universitaire, j'avais fait une étude tout à fait publiable, avec un protocole et avec un questionnaire qui était tout à fait publiable dans une revue à comité de lecture. Je sais comment on rédige des articles scientifiques, j'ai dirigé des thèses de doctorat en médecine, je sais comment on fait. Et j'avais adressé ça à des revues à comité de lecture comme The Lancet, comme Nature, tout ça. J'ai même pas eu un retour pour me dire oui ou non, rien du tout. Mais ça ne m'étonne pas du tout. À l'époque, j'étais naïf, je ne savais pas que tout était corrompu par des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Donc on n'allait pas faire la promotion d'une thérapie alternative qui non seulement ne consomme pas de médicaments, mais qui en plus risque de faire baisser la consommation de psychotropes, puisqu'en France, c'est un vrai problème. On est premier au niveau européen, je crois. Oui, on est dans les leaders mondiaux de consommation par habitant, avec 15 millions de boîtes d'anxiolytiques vendues par an. C'est énorme. C'est un marché. Oui, c'est une boucherie psychologique en fait. Parce que c'est intéressant d'ailleurs dans le premier livre que j'ai lu de vous, Monsieur Jean-Jacques Charbonnier, les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. Les pires épreuves de la vie. Vous disiez justement déjà, vous alertiez le lecteur par rapport au fait que quand on prend des antidépresseurs, eh bien ça nous met non seulement dans un état second, mais on n'est plus à l'écoute de ce que vous appelez l'éveil, la conscience. Donc, c'est-à-dire que même, c'est que les personnes sous antidépresseurs qui vivent par exemple en arrêt cardiaque, donc une EMI, et bien quand ils reviennent, en fait, pour eux c'est un trou noir. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté camisole chimique qui les éloigne de leur être invisible, de leur moi en fait. C'est ça. Tout à fait. Donc, et vous aujourd'hui, comment vous luttez pour que les gens prennent moins de camisole chimique? Simplement en les informant, en leur disant voilà, il y a peut-être d'autres façons de traiter l'anxiété par rapport à la mort, parce que c'est surtout ça qui rend les gens aussi dépressifs. Parce que si on considère que l'objectif d'une vie, c'est accumuler de la matière et être représenté par de la matière, dans ce monde matérialiste, réductionniste, occidental, c'est ça, et bien très rapidement, on s'aperçoit qu'on est frustré parce qu'il y a toujours quelqu'un qui en a plus que vous. Bah oui, une fois qu'on a fait le tour, la jolie voiture, le joli appartement, ça va engendrer de la jalousie, de la colère, de la haine, tous les sentiments négatifs. Et puis la mort devient un drame, puisque c'est la disparition de la matière. Et du même coup, la vie deviendrait absurde, puisque si elle consistait qu'à accumuler de la matière, ça serait absurde, puisque au moment de la mort, il n'y en a plus. Donc c'est pour cela que la mort est un grand tabou. Et surtout après on se lasse. Oui, bien sûr. Une fois qu'on a eu le 4x4, etc. Il y a toujours un plus gros, ou on en veut 2, ou alors quand on habite dans une maison somptueuse, on va habiter dans une autre maison encore plus. Oui, ça n'empêche pas d'être... C'est l'escalade. C'est l'escalade. Les gens très riches, ils ne sont jamais rassemblés, ils sont toujours... C'est proportionnel. Donc on fait
une génération de frustrés. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, L'amour expliqué aux enfants, mais aussi aux adultes, où je dis voilà, il y a des gens qui sont morts, ils ont connu ça. De l'autre côté, l'être de lumière, il ne te dit pas combien tu as sur ton compte en banque, combien de personnes tu diriges dans ta vie. C'est l'ange. Ça peut être Dieu, ça peut être... Alors les enfants, ils disent, dans un de mes livres, il y a un enfant qui dit, j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul. Alors c'est sûr qu'un adulte, il va dire, j'ai vu l'être de lumière, j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus, j'ai vu Marie. Enfin, il y aura une connotation forcément en fonction de sa religion, en fonction de sa philosophie, oui, c'est vrai, de ses croyances. Mais on voit bien qu'ils sont allés tous au même endroit. Voilà. Donc il y a un être, il y a de la lumière. Il y a une énergie supérieure qui vous pose cette question, qu'as-tu fait de ta vie, comment as-tu aimé les autres? Il semblerait que ce soit ça notre véritable mission terrestre. Donner de l'amour aux autres, sans attendre de retour. Ah oui, donner sans pour retour recevoir. De l'amour inconditionnel. De l'amour inconditionnel, comme les parents qui aiment leurs enfants en fait. Voilà, c'est pratiquement inconditionnel. Wow. Ah ouais, c'est très difficile quand même. Ah, c'est presque... Notre vie vient dans la matière. C'est presque inaccessible parce que même les amours terrestre très fort au sein d'un couple, il est conditionnel. Je te donne mon amour à condition que tu ne me trahisses pas, tu me rendes. Là, il n'y a pas de marchandage, c'est de l'amour pur. Ah oui. Et ça transforme les gens. C'est une pureté en fait qui nous transcende quoi. Ouais. Ouais.